Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Nous allons parler du dernier film de Ari Aster, Eddington, et pour cet épisode, je suis avec Elric. Comment ça va, Elric? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Je suis aussi avec Thomas. Comment ça va, Thomas? Salut, ça va. Impatient de parler de ce film assez étrange. Impatient également. Et je suis avec, alors je l'avais déjà dit pendant l'épisode sur Werner Herzog qu'il venait tous les 3 mois et il revient 3 mois plus tard. Comment ça va, Vincent? Fidèle au poste comme d'habitude. Et du coup, comme je l'ai dit, nous allons parler de Eddington d'Ari Aster. On passe une petite bande-annonce et on se retrouve juste après. Is that praying? How did we get here? And even worse, is it worth it? At the cost of being at war with your neighbors? That's why I'm running for mayor. Mayor of Eddington. Thank you, super duper very much. Alors, Eddington, de quoi ça parle? En 2020, au début de la pandémie du Covid-19, le shérif Joe Cross patrouille les rues de la ville d'Eddington. Il constate au quotidien un important changement dans les mœurs des gens. Plusieurs citoyens se mobilisent en faveur du port du masque, d'autres s'y opposent, tous cherchent la vérité. Vincent, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce dernier film de Ari Aster? Oui, très certainement. Alors, déjà pour commencer, avant de parler du film, il faut quand même un peu parler du réalisateur, qui est la petite étoile montante du cinéma américain. Pour parler plus sérieusement, pour moi, Ari Aster, je l'avais découvert grâce à Hérédité, son tout premier film, que honnêtement j'avais été scotché. C'est un renouveau du cinéma d'horreur qui m'avait beaucoup plu, qui arrivait subtilement à mélanger à la fois l'horreur, on va dire un petit peu de fantôme, un petit peu mystique, avec un horreur quasiment dramatique sur une famille américaine. Midsommar m'avait un peu plus déçu, et là par contre j'avais vraiment été scotché avec Beau is Afraid, que j'avais trouvé qui était une espèce de fable moderne, sans aucun sens, qui parlait dans tous les sens, mais où j'avais adoré cette espèce de profusion d'idées, et donc j'étais très excité pour ce Eddington. En revanche, j'avais été un peu refroidi avant le visionnage par le fait que le film étant passé au Festival de Cannes, et les Cannois étant ce qu'ils sont, le film a été un peu descendu par la critique, les gens l'avaient trouvé très moyen, très peu intéressant, enfin bref, le Festival de Cannes qui Festival de Cannes. Et donc je partais un petit peu à reculons. Et je dois bien avouer, alors on n'est pas au même niveau qu'un Beau is Afraid ou un Hérédité à mon sens, ça reste un film agréable mais sans être pour avoir vraiment le côté poignant qui prend aux tripes, mais je trouve que c'est un film extrêmement intelligent et surtout qui va garder, on va dire, la patte et vraiment on va dire, la spécificité du cinéma d'Ari Aster en faisant un petit pas de côté. Je m'explique. Pour moi, tous les films d'Ari Aster, en fait, c'est des films où on a l'impression que c'est une espèce de monde à part. On n'a pas l'impression que c'est notre monde, en fait. Que ce soit dans Beau is Afraid, même Hérédité, qui essaie quand même d'être le plus proche du réel, il y a toujours des aspects, on va dire, un peu étranges, un peu bizarres, qui font que ça colle pas. Ça colle pas avec notre réalité. Là, avec Eddington, on est sur quelque chose d'un peu différent. On a toujours cette sensation de malaise, un peu constante, avec des personnages très bizarres, qui sont toujours, on saurait pas trop dire, ils sont un petit peu trop quelque chose, mais on n'arrive pas toujours à dire quoi. Là, avec Eddington, on a vraiment l'impression de voir une espèce de miroir déformant de notre réalité. Ça veut dire que tout ce qu'on voit est absolument fou, particulièrement la deuxième moitié du film, que je pense qu'on va tous y revenir plus longuement. Mais même cette deuxième moitié, on a un peu l'impression que c'est quelque chose qui pourrait exister. Mais comme une espèce de miroir déformant notre réalité. Et donc le fait d'être l'un des rares films qui vraiment parle de cette période, c'est-à-dire la période de 2020 avec le début de la pandémie, où tout le monde était un peu perdu, et surtout aux États-Unis où il y avait vraiment une espèce de profusion de choses assez folles qui se passaient, je pense qu'il a réussi vraiment à saisir l'air de qu'est-ce que c'était que cette époque-là,
Et je pense que c'est un film qu'on verra dans 20 ans et on se dira, mais oui, il a parfaitement saisi à quel point c'était une période totalement folle. Alors tout est évidemment centré dans un film, dans quelques personnages, donc on a un peu cette espèce de bizarrerie ambiante, mais qui reprend quand même un peu la bizarrerie de ce moment-là. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut compléter, dire son avis sur le film ou compléter ce que vient de dire Vincent? Bah, c'est comment dire, pareil que Vincent, Ari Aster, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Contrairement à lui, moi je suis un peu moins fan d'Hérédité et beaucoup plus de Midsommar, mais pareil pour moi la claque ça avait été Boys Afraid. Et ce que je trouve très intéressant avec Eddington, c'est que comme il avait fait avec Midsommar et Hérédité, c'est-à-dire reprendre un genre très connu qui est l'horreur et en faire son truc à lui, bah là il fait pareil avec le western. On est face à un vrai authentique western à l'époque, mais moderne, c'est-à-dire que bah ça c'est le truc un peu convenu du film, mais par exemple les duels de pistolets sont remplacés par des duels de téléphone portable, c'est-à-dire que les gens se menacent en se filmant en mode attention si tu me fais quelque chose, les gens vont le voir. Il y a par exemple une scène de confrontation entre qui arrive relativement au début du film entre Joaquin Phoenix et Pedro Pascal, où comment dire Pedro Pascal vient chercher l'embrouille à Joaquin Phoenix et du coup il sort de son commissariat, je crois qu'on appelle ça comme ça, enfin bref, de son local, et il braque son téléphone et il dit attention, tout ce que tu me dis ou feras, je le filme. Quand c'est un film qui est, du coup, c'est super intéressant de voir un film qui est très ancré dans le genre du western, c'est-à-dire qu'il reprend même certains codes et tout, bon, bah, peut-être un peu spoiler et tout, mais dans la seconde partie, il y a une scène avec une mitrailleuse qui est un peu un classique du western, de la Horde sauvage à Django, il y a tout ça, il y a évidemment les chapeaux de cow-boy, on remplace les chevaux par les voitures, mais bon, bref, voilà. Mais il en fait un film aussi super moderne, c'est-à-dire qu'il y a une vraie importance des réseaux sociaux, c'est quand même un des sujets du film, et surtout il parle d'un sujet très contemporain, parce que on a déjà eu des exemples de western contemporains, je pense à No Country for Old Men, mais c'était un message qui était entre guillemets assez universel, alors que là, le propos du film c'est vraiment sur notre époque, enfin plus précisément à la période 2020, Covid-19, tout ça. Et là où j'avais peur du film, j'avais peur que Ari Aster me fasse une Alex Garland, c'est-à-dire comme il avait fait avec Civil War, c'est-à-dire faire un film de centriste de merde qui est en mode quand même les gens sont un peu foufous des deux côtés et tout. Ce que je trouve qu'il n'est pas le cas dans le film, c'est alors que certes il montre l'absurdité des magas américains débiles et une certaine absurdité pareil des gauchistes américains, en mettant quand même une claire ligne de séparation, et je pense qu'on peut voir de quel côté se range plus Ari Aster. C'est-à-dire que là où les magas sont en fin de compte des espèces d'énormes débiles qui sont prêts à tuer dès qu'ils sont pas contents et qui sont clairement racistes, les gauchistes, ils les montrent plutôt comme un peu des prouveurs un peu nuls, qui font ça pour les réseaux sociaux. Il y a même un des personnages du film, personnage un peu secondaire mais qu'on suit quand même tout au long, qui rentre dans le mouvement Black Lives Matter, tout ça, parce qu'il y a la mort de George Floyd qui apparaît au moment dans le film, juste pour pouvoir pécho une meuf. Mais en fin de compte, voilà, ils montrent plus les gauchistes comme étant pas un mauvais fond par rapport au MAGA. Donc moi j'aime bien que ce soit un film qui essaie de montrer une espèce d'absurdité dans le climat politique, sans pour autant faire un film de je me positionne pas et tout, comme pouvait l'être Civil War d'Alex Garland, qui réussissait quand même l'exploit de faire un film de guerre sans nous montrer pourquoi les gens se battaient entre eux, quoi. Donc c'est pour mon avis rapide sur le film. Je pense que on pourra en revenir plus tard quand on développera. Oui, je voulais juste rajouter un truc avant de te laisser la parole, Thomas, par rapport à tout ce que tu as dit sur le fait que ça soit un western avec des téléphones. C'est vraiment, je vais développer un peu plus tard, mais pour moi, c'est vraiment une espèce de film qui se moque vraiment des combats idéologiques, comme tu l'as dit, des magas et des gauchistes vraiment très extrêmes aux États-Unis. Mais c'est vraiment ce combat idéologique, pardon, via le prisme des réseaux sociaux, via le prisme, en l'occurrence, je pense, de Twitter, de TikTok. Enfin, vous savez, tous ces gens-là qui en fait sont juste pétris de grandes phrases, de grandes idées, et qui sont là à déblatérer des grandes phrases et des grandes idées sans vraiment donner la sensation de comprendre de quoi ils parlent. On a souvent ces discours-là où ils balancent des choses comme ça, mais il n'y a pas de fond, il n'y a rien derrière. Et d'ailleurs, la plupart des personnages qui écoutent ces personnages-là balancer leurs grandes idées, mais qui sont un petit peu vides de sens, en fait, ils y comprennent rien. La plupart répondent pas, la plupart sont un petit peu interloqués, d'autres leur disent même, vas-y, tu sais quoi, ferme ta gueule, de quoi tu parles, on comprend rien à ce que tu racontes. C'est vraiment, pour moi, il y a vraiment une espèce de moquerie de ce point de vue-là.
Et je trouve ça très intéressant au fond, de faire une sorte presque de personnification en fait des réseaux sociaux et de voir que des gens. En fait, c'est comme si c'était une conversation Twitter filmée, quoi. C'est un truc assez particulier où ils sont tous là à se balancer des phrases qui n'ont aucun sens et il y a très très peu de personnages qui sortent de ce prisme-là. Enfin après voilà, je vais laisser la parole à Thomas et je reviendrai plus tard sur ce que je pense vraiment du film, mais c'est juste pour rebondir rapidement sur ce que tu viens juste de dire, quoi. Thomas, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du film? Oui, ben moi j'y allais vraiment en reculant pour le coup parce que je suis pas un grand admirateur de Ari Aster. Moi j'aime bien Midsommar parce que à mon avis c'est de ces trois précédents films, c'est celui qui l'intellectualise le moins. Donc certes on peut y voir une réflexion sur le colonialisme par exemple, mais le discours est pas particulièrement poussé. Hérédité, j'ai trouvé que c'était un petit peu appuyé et j'avais trouvé Boy is Afraid absolument catastrophique et je pense que c'est un peu tout ce que j'aime pas dans un film, c'est quand le discours, on va dire psychanalytique, on va dire, prend le dessus sur le film en lui-même. Bref, j'y allais vraiment en reculant et en plus je déteste Joaquin Phoenix, que je trouve un acteur qui cabotine depuis qu'il a fait son documentaire là, I'm Still There. Malgré tout, j'ai quand même plutôt bien aimé le film. Au niveau de ce qu'il raconte, j'ai lu, j'ai écouté beaucoup de choses et c'est vrai que les gens sur ce film sont très vindicatifs, je sais pas pourquoi. On voit un peu tout et son contraire, des gens qui sont absolument persuadés non, vous avez rien compris, le film il raconte ça, c'est pas du tout ce qu'on a lu. Certains ils disent que voilà, ça parle de l'Amérique de Trump, ils disent non, au contraire, ça montre que tout le monde est idiot, il renvoie un peu tout le monde aussi bien, on va dire la gauche que la droite, etc. Moi, je trouve quand même que du coup, le propos général, ça reste vraiment confus. Parce que si tout le monde a une interprétation différente, je pense qu'il y a quand même une certaine confusion qui sort du film. Et je veux bien entendre qu'il y a une confusion dans l'Amérique, il y a une confusion générale, pas que dans l'Amérique d'ailleurs, et que le film le retranscrit bien, mais je trouve que de façon générale, on peut quand même lire beaucoup de choses dans le film et qui peuvent être assez dérangeantes. Moi, je suis personnellement assez dérangé par le fait que d'une certaine façon, quand même, j'ai l'impression il dénonce, on va dire, l'extrême droite, il dénonce l'extrême gauche, si on peut appeler ça extrême gauche, et c'est un peu renvoyer tout le monde de la même façon en disant regardez ce que ça nous apporte. Elric disait oui, mais par exemple ceux qui sont plutôt le mouvement de gauche, il est quand même traité avec plus de délicatesse, on va dire, que les MAGA. Je suis pas complètement d'accord, je trouve qu'ils sont complètement ridiculisés. Par exemple, je pense à ce personnage qui est l'ami, donc on peut spoiler, hein. Donc moi je vais spoiler, qui est l'ami du jeune garçon qui s'est fait tuer, du jeune latino qui s'est fait tuer. Et au moment où il doit prononcer un discours sur sa mort, dans le film, c'est absolument ridicule puisque la seule chose qu'il sait dire, c'est au lieu de parler de son ami et d'être ému, il va juste parler du fait qu'il est sur une terre indienne, donc il n'aurait même pas à être là pour faire ce discours, et puis que lui, il se sent très mal à l'aise de parler de son ami parce qu'après tout, c'est pas une personne de couleur parce que son ami est blanc. Et donc, qu'est-ce qu'il peut en dire? Et je trouve que plein de fois dans le film comme ça, le réalisateur il se moque très ouvertement, on va dire, du mouvement woke, et on peut s'en moquer bien sûr, mais là je trouve qu'il s'en moque autant qu'il se moque du système MAGA, et je trouve que c'est très dangereux de faire ça. Moi ça m'a personnellement voilà, dérangé, et je trouve que de façon la vie politique de Harry Astor, je trouve qu'il ressort très confus. Alors je veux bien entendre qu'il dit bon, au final aux États-Unis, en Amérique, on ne peut plus s'entendre parce qu'il y a des gens qui sont partis dans les extrêmes et même si c'est pas un film de centriste, hein, mais il dit en gros les gens sont tellement partis dans les extrêmes, tellement idiots qu'il n'y a pas de terrain pour se réconcilier. Et je trouve ça un peu dommage que il voit. Enfin, je suis pas d'accord avec lui sur la façon de voir les choses. Je pense qu'on peut plutôt dire que, à mon avis, c'est plutôt le mouvement de droite qui est parti dans les extrêmes. D'ailleurs, je voudrais parler un peu du mouvement woke parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle beaucoup dans les médias et dont on parle beaucoup dans les films aussi, hein, et en fait, je me demande, moi qui vis aux États-Unis, je me dis, mais en vrai, pourquoi ce sujet a été autant monté en épingle aussi dans les sphères politiques? Puisque là, par exemple, il y a un test pour les futurs professeurs d'Oklahoma, ils vont devoir passer un test pour savoir s'ils sont pas trop atteints, entre guillemets, hein, bien sûr, par le mouvement de pensée woke, tu vois.
Mais personne dans la vie de tous les jours aux États-Unis ne parle de ce sujet. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler de ce sujet-là. Donc c'est un sujet qui n'intéresse personne dans la vie quotidienne américaine. Et pourtant, je trouve que les politiques et les artistes comme Ari Aster, j'ai l'impression que c'est un sujet qui leur fait vraiment peur, ou du moins qui les interpelle beaucoup, parce qu'on voit beaucoup de films sur ce sujet, et je me demande vraiment, mais d'où ça vient, quoi. Ensuite, je suis surpris que aucun de vous n'ait parlé des problèmes du scénario. Je trouve que le scénario a de très gros problèmes. Autant l'histoire principale m'intéresse, et je trouve que le film est vraiment efficace. J'ai vraiment. Bon, le film dure 2h25, je parlerai de la toute fin. Je trouve que pendant 2 heures, j'étais accroché à mon fauteuil, ça je peux pas le nier. Mais il y a des gros trous scénaristiques. Le personnage de Emma Stone ne sert absolument à rien. Et en plus, ce qui me gêne aussi dans l'écriture, c'est que le personnage d'Emma Stone est plutôt un personnage qui est lié non pas à des théories woke, à des théories MAGA, mais plus à des problèmes, on va dire, de pédophilie et de maltraitance familiale, on va dire. Et elle a peut-être 3 scènes, donc son histoire n'est jamais développée, donc je ne comprends pas pourquoi on veut partir sur ce genre de sujet si c'est vraiment pour ne rien en faire. Et il y a le personnage de Austin Butler qui était une sorte de gourou qu'on voit une fois, je crois, avant de le revoir dans la scène finale où on découvre un peu ce qui est arrivé à Emma Stone. Mais quel est son intérêt? Je veux dire, le film était déjà assez chargé pour ne pas avoir à se rajouter cette histoire. C'est vraiment inutile. Et je ne comprends pas aussi le développement du crime. Donc, je continue de spoil. Hein. Le développement du crime de Joaquin Phoenix. Donc, bon, Joaquin Phoenix commet un crime et je trouve que ça arrive vraiment très bien dans le film parce que à partir du moment où il tue quelqu'un, j'y crois complètement. Il y avait une montée en tension tout au long du film et le personnage de Joaquin Phoenix, on le voit peu à peu, on va dire, se perdre pied, on le voit peu à peu, voilà, qui est énervé par le comportement de Pedro Pascal, qui s'énerve dans cette ville où il est shérif, à la fois il veut donc gérer sa prochaine élection. Et il commence par tuer comme un SDF, on va dire, donc on se dit, je sais pas si c'est pas grave, mais on se dit, il a pété les plombs contre quelqu'un que les gens peut-être ne remarqueront pas qu'il est mort s'il n'a pas de proches. Et après, quand il tue Pedro Pascal et son fils, moi, vraiment, j'y ai cru. Et j'étais prêt à suivre cette histoire. Mais là, on a l'introduction d'un policier indien, donc on se dit, ok, le policier indien qui est, on va dire, quasiment le seul personnage que le réalisateur traite avec respect, et ça, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Contrairement à tous les autres personnages du film, hein, tous les autres personnages du film, notamment la police bien sûr, regarde ce policier indien avec beaucoup de mépris en disant mais qu'est-ce que tu nous fais chier, genre on rentre chez toi quoi. Et le policier indien est donc probablement le personnage qui va avoir le fin mot de l'histoire parce que lui il comprend en fait que Joaquin Phoenix est le tueur de Pedro Pascal et de son fils. Et alors que le film nous part vers cette piste, tout d'un coup on s'arrête, je ne sais pas pourquoi. Et on décide de faire plutôt une histoire de... enfin, je ne sais pas du tout ce que racontent les 25 dernières minutes du film, mais elles arrêtent complètement cette idée d'enquête sur Joaquin Phoenix pour une sorte de course-poursuite de Joaquin Phoenix qui est pourchassé par des hommes masqués. Je n'ai pas compris l'intérêt. Et je suis vraiment aussi assez embêté par la fin du film, où j'ai l'impression qu'Ari Aster essaie de raccrocher ça un peu à une sorte de Taxi Driver sur l'ambivalence des héros américains, puisque là on a une sorte de héros qui sort de tout ça. C'est donc le fameux ami du fils latino là, qui commet un acte de violence pour protéger en fait un tueur, bon, sauf qu'il ne le sait pas, et qui du coup va être érigé comme un héros américain. Voilà, pour moi, les 25 dernières minutes du film n'ont non seulement aucun rapport avec le début et ajoutent beaucoup de confusion. Ils se pensent intelligentes, elles ne le sont pas. Et c'est un peu ce que je reproche à Ari Aster, en fait, c'est que je pense que c'est un bon réalisateur en soi. Je pense qu'il a des histoires intéressantes qu'il peut raconter, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il réfléchisse trop longtemps parce que je trouve qu'il n'est pas si intelligent qu'il ne le croit et que malheureusement, son propos arrive souvent très confus. Première chose, je vais rebondir sur plusieurs choses que tu as dit parce que c'est assez intéressant. Oui, complètement, la fin c'est complètement Taxi Driver, mais pas que pour le personnage de l'ami en fait de ce jeune en fait, c'est aussi le cas du personnage de Joaquin Phoenix parce que donc bon, là vous l'avez compris, on spoil la mort donc on va continuer. Le personnage de Joaquin Phoenix donc assassine 3 personnes dans le film, survit à une espèce de gigantesque fusillade et du coup passe pour un héros. Enfin, je veux dire pour un héros, je ne sais pas, mais en tout cas il est élu maire alors que d'ailleurs il ressemble plus à rien. Le gars est en fauteuil roulant, on dirait Bouteflika, tu vois, je veux dire il ressemble plus à rien. Il a
limite, on ne sait même pas s'il a encore une conscience, mais on apprend un peu plus tard vers la fin du film, qu'effectivement, il ressent encore des choses, mais à ce moment-là, tu comprends pas trop ce qu'est ce personnage. Et je voulais revenir sur autre chose. Alors, tu parlais à la fois du fait que tu étais gêné en fait de l'ambiguïté entre le traitement, pour le dire grossièrement, de la gauche et de la droite aux États-Unis dans le film et du personnage d'Emma Stone. Et je pense que tout simplement, le lien entre ces deux-là, c'est le personnage de Joe Cross, donc Joaquin Phoenix. Clairement, ce personnage est le centre de tout et ce personnage, je l'ai vraiment vu personnellement comme une page blanche, un personnage fade, un personnage qui en fait ne dégage rien, il n'est absolument personne au début du film, il n'a pas de personnalité, il n'a pas d'idéologie, il n'est rien, il est juste là, c'est un gars qui est là, qui fait sa vie. Et donc c'est une page blanche, fade, qui en fait c'est sur lui que vont s'imprimer les idéologies. Vous voyez, c'est-à-dire que n'importe quelle idéologie dominante, à force de lire, à force de faire des choses, à force d'avoir des événements autour de lui, vont le transformer lui. Mais à la base, lui, je ne sais pas si on peut catégoriser ce personnage comme étant un personnage d'extrême droite, et pourtant c'est plus ou moins ce qu'il va devenir. Mais au début du film, c'est pas franchement ce qu'il est. Mais par exemple, on peut même pas considérer qu'il est soit d'extrême droite, soit de la mouvance complotiste vis-à-vis du Covid, soit ces trucs-là. Non, il veut pas porter de masque pendant le Covid. Pourquoi ? Parce qu'il est asthmatique. Voilà, lui, il n'y a pas plus simple que ça. Mais avec tous ces petits événements mis bout à bout, le mec va juste complètement fissurer. Le personnage d'Emma Stone, avec toute cette histoire autour, pareil, la pédophilie, tout ça, c'est encore une théorie du complot. En fait, c'est la théorie du complot qui se mène à la théorie du complot et on fait en sorte que des personnages comme celui de Austin Butler deviennent des espèces de gourous que tout le monde écoute. On va voir ces types-là dans des conférences, dans des machins, qui ils balancent leurs absurdités, leurs conneries abyssales à tout le monde et les gens y croient parce que comme en fait t'as pas forcément de preuves factuelles de ce qui se passe, ben forcément si c'est caché c'est que c'est vrai. Il y a toute une catégorie de personnes qui est là-dessus, hein, les complotistes on les connaît, on va pas les décrire. Et c'est exactement sur ça que joue le personnage d'Austin Butler, qui permet au personnage d'Emma Stone en fait entre guillemets, il extrait Emma Stone de ce marasme qu'est Eddington, ce qui cause plus ou moins, c'est une des raisons qui fait que le personnage de Phoenix pète complètement un plomb dans le film. Il pète pas un plomb uniquement parce qu'il y a plein de choses autour de lui qui font que, en fait, rien ne se déroule réellement comme prévu dans sa vie. Il y a aussi dans sa vie politique, j'entends, il y a aussi vraiment le fait que sa vie privée est complètement en train de se déliter. Et donc, tous ces événements mis bout à bout de personnages qui continuent de pousser en fait la cocotte minute Joe Cross vont faire que le gars, il se retrouve dans un bar, il est face à un SDF qui l'énerve et il lui tire froidement dessus sans réfléchir. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans le film. Et ensuite, le gars devient encore plus froid et se met à assassiner son rival à la mairie et son fils qui malheureusement était témoin. Je suis pas sûr qu'il était la cible de Phoenix à ce moment-là, mais il est témoin de ce qui se passe, donc il l'abat également. Et à partir de là, c'est plutôt là où le film il est d'ailleurs un peu étrange, parce qu'à partir de là, ce personnage n'est plus vraiment dans cet état un peu de... On pourrait croire qu'il viendrait mauvais, et non. Et encore que, parce que ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi tout le passage où en fait le feu est mis aux poudres en fait suite à, en fait il y a la mort de George Floyd qui est traité dans le film. Et autant le Covid transforme le film en un espèce de long truc un petit peu, on dirait presque un espèce de cours d'eau, un truc un peu étrange, un espèce de rythme un peu étrange comme ça. La mort de George Floyd, quand elle intervient dans le film, d'un coup le film, en fait c'est une guerre civile quoi. Tout le monde est en train de péter un plomb, il y a des émeutes, il y a des machins et il y a des gens qui se tuent, il y a des explosions, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et en fait, le film, d'un coup, se met à changer complètement de dimension. Et donc, la mort de George Floyd, du coup, il me semble que c'est en mai 2020, donc très peu de temps après le début du Covid. Et en fait, le personnage de Joaquin Phoenix, pour cacher le meurtre de Pedro Pascal, décide de le mettre sur le dos du seul autre personnage noir qui est dans le film. C'est-à-dire que donc c'est un mec qui travaille à la police avec lui, il aurait pu trouver n'importe qui et il décide de l'utiliser lui. C'est quand même hallucinant. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et le film, en fait, je disais tout à l'heure qu'il représente presque une personnification des réseaux sociaux et des idéologies qui se mêlent les unes avec les autres, mais c'est aussi, à mon sens, en fait, le film montre que tout ça, toutes ces idéologies, c'est des combats de blancs. C'est-à-dire que c'est des blancs, c'est un combat entre ceux qui sont fiers d'être blancs et ceux qui sont coupables d'être blancs. Et dans le film, ils sont plus ou moins traités de la même manière, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins ridiculisés tous les deux. Mais en fait, dans le film, surtout ce qui est montré, c'est que les minorités, qui sont très peu représentées, hein, les minorités sont vraiment très minoritaires dans le film, c'est-à-dire qu'il y a un personnage noir, un personnage natif américain et 2 latinos, mais tous ces personnages vont subir les événements en fait du film, c'est-à-dire qu'ils vont tous être victimes de quelque chose, alors qu'ils ont quasiment tous rien demandé. On peut dire quasiment parce que je dis pas que le maire méritait de mourir dans le film, mais il s'avère que il est mêlé dans une histoire. Enfin, puis il y a de la politique, il humilie un petit peu Joaquin Phoenix. Enfin, il y a tout un truc un petit peu
autour de ce personnage-là qui fait que on s'attend forcément au pire à un moment donné ou à un autre pour lui parce que voilà. Pour parler de ce personnage de Latino qui est donc incarné par Pedro Pascal, c'est le cliché de Pedro Pascal. C'est-à-dire que ce personnage est un peu d'ailleurs comme beaucoup de personnages dans le film, hein, ce sont presque des clichés des acteurs qui sont censés les jouer. C'est-à-dire que Pedro Pascal, c'est voilà, le mec, il est beau gosse avec son petit sourire Colgate. Enfin, je dis pas que c'est comme ça qu'est Pedro Pascal, mais c'est vraiment, il est pas autrement dans le film que comme on le connaît. Et je trouve ça hyper drôle en soi, parce que ce personnage, pour le coup, il y a vraiment une drôlerie qui se dégage de lui, et aussi une espèce de dégueulasserie aussi, parce que moi je pense à ce clip de campagne, en fait, pour être élu maire à nouveau, ou pour montrer qu'il est proche de la communauté, il utilise le fait que sa femme et donc la mère de son fils l'a quitté, est partie du jour au lendemain sans laisser de traces, et il utilise ça pour dire la communauté m'a aidé, et maintenant je veux rendre à cette communauté. Enfin, c'est d'une dégueulasserie sans nom d'utiliser une histoire comme ça pour voilà, adoucir la communauté. Voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et contrairement à ce que beaucoup ont dit que Eddington était un film comique, était un revirement comique pour Ari Aster. J'ai pas franchement l'impression. Honnêtement, moi, j'ai pas ri plus que ça. En tout cas, pas plus ou pas moins que dans d'autres films, comme Beau is Afraid, son film précédent, qui est un peu une bouffonnerie et qui, de mémoire, m'avait fait un peu plus rire pour certaines choses un peu grotesques dans le film. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Et contrairement à toi, j'ai beaucoup aimé aussi cette fin qui est très, comment dire, c'est un exutoire quoi. C'est-à-dire que pendant tout le film, t'as un espèce de truc, c'est comme un encéphalogramme plat, il se passe pas grand-chose et d'un coup, pam, ça explose et voilà. Alors, moi, je vais mettre un peu en porte-à-faux par rapport à notamment ce qu'a pu dire Elric ou Thomas. Mais déjà, petite parenthèse avant d'arriver plus sur l'analyse que j'ai à faire, et pour moi, ce qui est, je pense, la plus grosse qualité du film, c'est-à-dire ses personnages. Je pense qu'il faut en parler. Le personnage de Austin Butler, c'est littéralement Jared Leto, mais dans la vraie vie. Je pense qu'à un moment, il fallait le dire à un moment. C'est l'espèce de gourou bizarre qui dit des choses étranges. Enfin voilà. Je voulais le placer. Maintenant, on va dire sur tout ce qui a pu être dit, moi je vais donner un peu mon interprétation personnelle du film. C'est-à-dire que le film, au fait, je pense qu'Ari Aster a évidemment un point de vue sur tous ces personnages, sur toute la situation qu'il a lui-même écrite, mais elle n'est pas visible pendant le film. Et je pense que c'est ça qui fait sa grande force au final, et aussi ce que certaines personnes n'apprécient pas trop, comme Thomas, c'est qu'au fait, on a plus tendance à projeter ce que nous, on voit de la situation réelle dans le film. Quelles que soient nos idées, etc., finalement, on va plutôt avoir des tendances à plutôt excuser un camp plutôt que l'autre, à moquer un personnage plutôt que l'autre. Mais la réalité, c'est qu'au fait, et je pense que c'est ce qui fait sa force, on a au fait une description déformée, pas tout à fait exacte, mais quand même assez proche de ce que c'est que la réalité. C'est d'où mon terme au départ de miroir déformé. C'est-à-dire que c'est pas exactement la réalité, mais quand même, c'est quand même un peu une image. Je pense par exemple notamment, alors je vais prendre un exemple très précis, mais le personnage d'Emma Stone, de sa mère et de Joaquin Phoenix. Là, on est totalement en fait dans une espèce de psyop, de complotisme. Sauf que le problème, c'est que c'est une situation qui est parfaitement ridicule, la façon dont elle est amenée, parfois même un peu dramatique. Notamment, on va dire, sur le fait que Joaquin Phoenix, et c'est là où je vais, encore une fois, pas être d'accord avec toi, Jordan, je dis que Joaquin Phoenix, il a un peu tendance à agglomérer toutes les idéologies qu'il peut avoir autour, et on va dire l'idéologie dominante. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que justement, plus le film avance, plus on découvre un petit peu qui il est. C'est comme un oignon. Au début, il est tout à fait lisse. On sait pas du tout ce qu'il pense. Il est juste un peu, il est le mec un peu bizarre, un peu timide, qui ose un peu ouvrir sa gueule pour un micro-détail. Mais à la fin, on découvre quand même que, en fait, c'est quand même un peu un taré de bout en bout. Et qui va dire qu'en fait, Pedro Pascal a en réalité violé sa femme quand elle était jeune, etc. Et sa femme va dire non, pas du tout, il m'est jamais rien arrivé. Mais là, elle part dans un délire où c'est finalement tout un complot de pédophiles tout autour, etc., qui sont tous organisés. Et au fait, c'est des choses qui ont pu être dites dans la réalité. C'est simplement le fait que tout soit concentré dans une ville, je pense que c'est ça qui rend étrange, bizarre. Mais tous ces personnages-là sont possibles, ils sont plausibles, ils existent dans la réalité. Voilà, donc ça c'était un peu, on va dire, sur mon point de vue, et pour parler un peu aussi sur la distinction un peu politique que peut porter le film, notamment voilà, sur les critiques des deux camps, on va dire, politiques qui peuvent être décrites à l'intérieur, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Pour moi, à mon sens, on va vraiment plutôt calquer nos opinions là-dessus, plutôt que le film va vraiment dire quelque chose de tout ça. Pour moi, c'est justement plus une galerie de personnages qui représentent tous, plus ou moins, peut-être avec des agglomérats qui sont parfois un peu extrêmes, parfois un peu over the top, mais une certaine réalité de ce que c'est que les États-Unis. Et juste aussi pour répondre à ce qu'avait notamment dit Thomas, à la fin, les personnes masquées, au fait, c'est des terroristes antifa. Et ça permet justement de faire, on va dire, le lien avec ce que je voulais dire sur la fin du film.
Pour moi, tout le film, justement, c'est une espèce de miroir déformé qui à la fois te met mal à l'aise et à la fois, moi, me fait beaucoup rire. Personnellement, c'est comme Boys Afraid, je trouve que c'est une espèce de type d'humour assez absurde, assez étrange, qui, moi, fonctionne énormément sur moi. Mais la fin du film, justement, c'est une espèce de retournement absolu. Pour moi, le moment où Joaquin Phoenix tue un SDF d'un coup comme ça, pour moi, c'est un moment, en fait, tu te dis évidemment que ça va péter, mais que ça pète comme ça, et à ce moment-là, de façon aussi violente et brutale, pour moi, c'est le moment où le film il bascule totalement. Et où il va commencer à amener des choses là qui sont totalement en dehors de ce qu'a pu être la réalité. Le fait que tu as une organisation terroriste Antifa qui tue des flics au hasard, c'est quelque chose de parfaitement absurde, mais qui va amener en fait à une situation haletante, qui va vraiment te prendre au trip. Et là, moi, je retrouve vraiment dans Ari Aster, c'est-à-dire que des fois, en fait, il va prendre une direction, il va aller à fond là-dedans, et ça va être une espèce de séquence suante, éreintante, mais où là, tu as Joaquin Phoenix qui court, qui se fait poursuivre, qui va aller dans une armurerie, qui va tirer au hasard. En faisant ça, il va tuer le seul bon personnage du film, c'est-à-dire que tous les autres personnages, Pedro Pascal, son fils, le personnage petit jeune blanc qui veut un peu d'argouiller une meuf et qui du coup va aller à fond dans l'idéologie Black Lives Matter. Lui, on va dire, c'est un personnage un peu neutre, voilà, il est pitoyable, mais il est pas méchant. Mais tous les autres, c'est tous des personnages honnêtement assez médiocres, pour certains vraiment détestables. Lui, c'est le seul bon personnage, et il se fait buter de façon parfaitement surréaliste. Et pour moi, c'est ça où, en fait, cette fin du film, elle est parfaitement acadabrantesque, et là, on rentre vraiment dans tout l'univers d'Ari Aster, son côté totalement fou, qui, moi, perso, j'adore. En fait, c'est une espèce de, voilà, d'autres réalités, quasiment. On pourrait quasiment faire un Ari Aster universe. Rien n'a de sens, mais en même temps, dans cette espèce de microcosme, ça a du sens. Et voilà, moi je trouve que c'est quelque chose de parfaitement jouissif. Après, si jamais on n'est pas, si jamais on n'apprécie pas cet univers que propose Ari Aster, je peux comprendre que ça soit un peu déconcertante. Moi perso, j'adore. Mais par contre, on va dire sur toute l'analyse politique qu'on peut faire du film, pour moi, c'est vraiment plus des choses qu'on peut calquer, parce que le film est plus une représentation assez juste, plus ou moins, et déformée évidemment, et plus ou moins comique, de notre réalité. Et toutes les analyses qu'on pourra en faire, en fait, seront plus des analyses personnelles qu'autre chose. C'est pour ça que moi, je vais pas dire mon analyse, parce que elle regarde que moi, et je pense que ça peut... tous les spectateurs qui vont voir le film vont avoir leur propre analyse. C'est justement très bien comme ça. Ouais, Serge, je suis d'accord avec toi. Après, il y a quand même des choses. Le personnage de Joaquin Phoenix, par exemple, c'est assez flagrant qu'il commence vraiment comme rien. Et quand je dis que c'est un tableau blanc, c'est même un tableau blanc au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il décide de se lancer. Il fait une vidéo comme ça en disant je me présente pour être maire de Eddington. Il se présente, il a littéralement zéro QG de campagne, zéro idée de campagne, zéro slogan. La première chose qu'il fait, c'est dégainer un tableau blanc pour écrire des slogans. Il n'en choisira aucun dans le film. Ou alors il dira vaguement ah ça c'est pas mal, on va mettre ça. Mais en fait d'ailleurs le film va ensuite partir sur complètement autre chose parce qu'il me semble qu'il est complètement désamorcé par du coup l'événement George Floyd et donc Black Lives Matter. Mais c'est vraiment un personnage, il est tout blanc au sens littéral du terme, c'est-à-dire que il est également tout habillé en blanc, il a un chapeau blanc, il est censé représenter un petit peu le shérif, le chevalier blanc, et ça aussi c'est un espèce de truc un peu déformant en fait du western. Enfin, je veux dire, le shérif là est clairement pas la personne morale à suivre. Et ensuite à côté de ça, comme tu l'as dit, peut-être qu'on peut considérer que c'est un véritable taré dès le départ, mais en tout cas, c'est pas vraiment, à mon sens, c'est pas vraiment comme ça qu'il est montré. Et pour moi, c'est plus une succession d'événements et une succession de choses qui font que beaucoup de choses s'immiscent en lui, que ça soit, alors pas forcément le racisme pour le coup, même s'il y a beaucoup de racisme dans le film, mais lui, il y est pas forcément tant que ça soumis, à part peut-être ses commentaires sur le policier indien en lui disant dégage d'ici, c'est ma zone, c'est là où j'enquête, c'est le lieu du crime, t'as rien à faire là, ou des choses comme ça. Mais après tout ce qui est le fascisme, le crime, ces choses-là, enfin voilà, pour moi c'est vraiment un personnage à la base tout blanc qui se fait en fait, comment dire, le but du film pour moi c'est vraiment de disséquer ce personnage-là. C'est comment on prend un personnage qui finalement ne réfléchit pas tant que ça et il est vraiment disséqué au sens limite littéral du terme, c'est-à-dire qu'à la fin il prend un énorme coup de couteau dans le crâne, c'est limite si son crâne est fendu en deux. Le but c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur il n'y a rien, et qu'est-ce que va devenir le personnage de Joaquin Phoenix? Ça va devenir encore plus rien qu'au début du film, c'est-à-dire qu'à la fin il est encore plus vide qu'au début, et il n'a plus, on va dire, que ses yeux pour pleurer le départ de sa femme qu'il voit enceinte dans une vidéo, donc du coup avec le fameux gourou qui est joué par Austin Butler dont on a parlé tout à l'heure, et également ces moments où il est assez, alors de mémoire il est assez ému, c'est devant un film de John Ford qui s'appelle Vers sa destinée, plus ou moins grossièrement un film sur Abraham Lincoln, et pour moi c'est vraiment à quel point cette espèce de vieux rêve, cette espèce de romantisme en fait de la démocratie américaine finit par l'empoisonner au point qu'il en deviendra un meurtrier en fait tout simplement. Et ce que je trouve aussi très intéressant, et je vais peut-être arrêter là-dessus sur des choses un petit peu comme ça, c'est que
quasiment tous les meurtres du film en fait sont causés par des fantômes, quasiment tous. Joaquin Phoenix, il snipe littéralement Pedro Pascal, donc Pedro Pascal et son fils meurent comme ça, mais enfin, pendant quelques minutes, on ne sait pas vraiment en plus qui est l'auteur de ce meurtre-là, ça peut être n'importe qui. Et plus tard dans le film, il va y avoir une explosion, on ne sait pas. Alors pareil, l'explosion, moment de fou. Moi perso, j'ai été surpris de fou avec la brutalité, la sauvagerie de l'explosion est absolument incroyable. Mais pareil, cette explosion, on ne sait pas qui la commet. Il y a une espèce de drone, il y a une espèce de plusieurs choses. On sait qu'ils sont surveillés, qu'ils sont regardés, mais on ne sait pas par qui est causée cette chose-là. Et idem, la fusillade à la fin, c'est Joaquin Phoenix qui se bat littéralement contre des formes, contre des figures, contre des choses qui l'entourent, des espèces limites comme des vieux démons. Il est vraiment pris dans un cauchemar total où on ne sait pas, il sait pas comment il va se sortir de cette situation autrement que par la violence. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là où, à part le SDF, en fait, finalement, quasiment tous les morts du film sont causés par littéralement des fantômes dans le film, quoi. Alors, je me permets de te couper, et je suis désolé, je vais couper les deux autres qui, je pense, bouillonnent pour réagir, mais c'est pour rebondir un peu sur un petit aspect que tu as pu dire, la comparaison avec le film de John Ford. Je pense que c'est un élément qu'on n'a pas discuté, mais qui, pour moi, ancre vraiment le film dans une mentalité très américaine, qui peut être assez étrange pour les Européens. C'est un peu le côté... au fait, on est dans une petite ville. Finalement, c'est un film qui parle de politique, qui parle des affres de la politique et des personnages, mais enfin, on est quand même dans le trou du cul du monde du Nouveau-Mexique. Et on peut notamment voir dès le début, voilà, les tensions qu'il peut y avoir avec... voilà, il est perdu au milieu de nulle part dans sa voiture, c'est vraiment le tout début du film. Et il se fait arrêter par les deux policiers indiens qui sont du coup de la ville juxtaposée et qui lui disent non mais en fait vous êtes sur notre territoire et donc vous respectez ces règles-là. On a vraiment un côté, la politique elle se fait à une toute petite échelle et justement cette comparaison à la fin avec Lincoln, emblème national pour les États-Unis. Là en fait nous qu'est-ce qu'on a observé? On a observé une politique à une échelle microscopique et qui était d'une médiocrité de A à Z. Et pour moi, c'est justement là où je suis pas du tout d'accord avec toi, mais pour moi, Joaquin Phoenix, c'est justement un personnage, je pense que tu as raison de dire, je dirais pas qu'il est vide, mais qu'il est au fait très lisse. C'est un personnage vraiment, il se fait bully du début à la fin. Et en fait, il essaye un peu à un moment de se dire, mais attends, en fait, il se passe quelque chose que je n'accepte pas. C'est-à-dire le fait que tu as un personnage qui veut pas porter de masque parce qu'il est vieux, etc. Et que tu as une espèce de suivage de règles quasiment absolutiste de tous les autres personnages, et notamment le personnage de Pedro Pascal, et lui il se dit non mais en fait moi je vais porter une voix, parce qu'en fait c'est personne, il peut pas porter de voix, et il a quasiment qu'une voix, et c'est là où justement tu vas comprendre un peu plus tard que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il a une haine absolue contre ce maire, et c'est au fait parce qu'il est totalement parti en couille avec la mère de sa femme, d'Emma Stone, qui l'a totalement amené dans des délires complotistes, où au début t'as l'impression qu'il est derrière à ça. T'as l'impression qu'il est pas trop d'accord avec la mère, mais après, au fait, tu te rends compte que aussi, au fait, il l'a suivi totalement et de façon absolue. Et ça en fait un personnage, moi, je trouve, à la fois extrêmement drôle, pitoyable, très comique, vraiment très détestable par moments. On a quasiment, voilà, une espèce de surfocus qui est fait sur la politique américaine à une micro-échelle, qui rend du coup, en fait, le tout absolument ridicule, parce qu'on a l'impression de voir une toute petite toute petite Amérique, mais voilà, dans tous ses excès, dans toute sa bouffonnerie par instant. Oui, pour moi, c'est vraiment une représentation complètement désincarnée de la politique. Elric, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Alors oui, beaucoup de choses même. Déjà, je vais faire un peu dans l'ordre. Je vais revenir sur le personnage de Joaquin Phoenix, où en fait, je suis un peu d'accord avec toi et Vincent. C'est en fait, au début du film, le personnage de Joaquin Phoenix, c'est juste le personnage principal d'un film d'Ari Aster. C'est-à-dire que ce soit dans Hérédité, dans Midsommar ou dans Boys Afraid, en fait, le personnage principal se contente de subir tout ce qui lui arrive, tous les événements du film. Il ne fait que subir à chaque fois. Pour regarder ça, typiquement dans Midsommar, le personnage de Florence Pugh, elle fait rien, genre juste elle subit la situation et elle pourrait elle ne prend pas de décision active, peut-être à la fin, mais encore. Et pareil dans Boys Afraid, il prend quasiment pas de décision. Et là, en fait, il y a un retournement de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il tue le SDF, c'est justement, il décide d'arrêter de subir. Et c'est là qu'on voit, selon moi, sa vraie idéologie qu'il y a depuis le début. Et du fait que ce soit un fou furieux Day One. Ensuite, j'aimerais revenir sur, ça c'est un truc qu'avait dit Thomas, sur le fait que Ari Aster se moque des woke. Alors, je suis entièrement d'accord, il se moque complètement des woke et de leur façade, mais pour moi, c'est pas une critique en mode il renvoie un camp à l'autre, c'est limite, attention, je vais sortir un grand mot, mais c'est une critique léniniste du truc.
C'est-à-dire que il reproche aux woke d'être des gauchistes et d'être inconséquents. C'est-à-dire qu'ils se moquent d'eux sur le fait qu'ils ont des grands discours et tout, mais ils ont lu que dalle. Genre à un moment, ça cite James Baldwin pour dire bah elle l'a pas lu. Elle fait genre elle se prend en selfie avec, mais elle l'a pas lu. Pareil, le personnage qu'on a évoqué plusieurs reprises, qui rentre dans le mouvement Black Lives Matter pour draguer cette fille-là, il fait genre de connaître Angela Davis et tout, mais en fait il va juste lire sa page Wikipédia. C'est pour moi où il y a vraiment un point de vue d'Ari Aster sur la politique, c'est-à-dire que il renvoie pas pour moi il renvoie clairement pas l'un camp à l'autre. Il montre les dangers des MAGA et leur stupidité et tout, et il montre l'inconséquence. C'est-à-dire que il attaque pas par le centre, il attaque par la gauche. C'est à mon avis, encore une fois, je suis assez d'accord avec Vincent quand il dit qu'on projette nos analyses sur le truc et tout, mais c'est là où aussi on peut revenir sur peut-être ce que pour beaucoup pourrait être un défaut du cinéma d'Ari Aster, ce que je pourrais être d'accord, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire que un truc du cinéma d'Ari Aster, c'est que il aime faire des films entre guillemets à énigmes, c'est-à-dire où il dissémine plein de petits trucs dans des scènes par-ci, par-là, et en fait, quand tu les as, t'as une lecture totalement différente du film. Moi, l'exemple qui me frappe le plus là-dessus, c'est Midsommar, où en fait, si tu regardes à tel détail et tout, les trucs du film, ça te change absolument tout ce que tu as pu voir du film, et ça prend un autre sens. Et là, du coup, pour ça, je vais revenir sur ce que Vincent a qualifié de terroriste antifa. Et ce qui est vrai, dans le film, on nous dit que c'est des terroristes antifa, mais comme l'a aussi dit Vincent, c'est un miroir déformé de notre réalité. Mais on est quand même sur des personnages assez ancrés dans le réel. Et je sais pas si vous avez déjà fréquenté des antifas dans votre vie, mais ils ont pas de jet privé et ils ont pas d'armes de guerre, en fait, les gars. C'est des... Comment dire, c'est des mecs qui se battent genre avec leurs poings ou leur bite et leur couteau, quoi. Enfin, et là dans le film, on a clairement une milice paramilitaire limite. Bah, du coup, ils ont un jet privé, des armes de guerre. Pour moi, c'est là aussi où on retourne sur le discours qu'a le film sur les réseaux sociaux de tout n'est qu'apparence. En fait, les gens croient les informations qu'on leur donne sans même les vérifier. Et du coup, t'as des mecs qui sont passés pour des antifas parce que oui, ils ont la tenue et tout. La fin, genre ils ont les patchs sur leur sac et tout, mais qui, enfin, genre clairement, ou alors dans ce cas-là, pour moi, Ari Aster a fait un faux pas énorme, mais enfin, des antifas, ils ont pas d'avion, de jet privé et d'armes de guerre, quoi. On est clairement sur des gens qui se font passer pour profiter de la zizanie et semer un carnage. Ensuite, j'aimerais aussi revenir un peu sur le personnage d'Emma Stone, que moi je trouve c'est un personnage assez intéressant, même si elle est pas beaucoup là, parce que encore une fois, c'est un peu une critique par la gauche en fait, du côté un peu QAnon du personnage d'Austin Butler, parce que on a parlé des MAGA, on a parlé des woke, tout ça, mais pour moi, le personnage d'Austin Butler représente tout le délire un peu QAnon complotiste, Epstein Files, tout ça, et du coup, c'est là où Joaquin Phoenix rentre quand même un peu dedans, parce que il est persuadé qu'en fait tout est un complot, que sa femme a été violée par Pedro Pascal, parce que voilà, c'est un bâtard et tout. Alors qu'en fait, là, Ari Aster nous ramène à la réalité de ce que sont généralement les affaires de pédocriminalité. C'est que le personnage d'Emma Stone, elle n'a pas été violée par Pedro Pascal, elle n'a pas été violée dans un complot et tout, elle a été violée par son père. Voilà, c'est le truc du film, c'est que la plupart des affaires de pédocriminalité se passent au sein de la cellule familiale, et c'est souvent compliqué. On voit justement la mère du personnage d'Emma Stone qui la rejette en mode t'as gâché notre famille et tout, tu racontes n'importe quoi. Et du coup, le personnage d'Emma Stone qui, face à le fait que ni son mari ni sa mère ne veuillent entendre sa parole, du coup se réfugie avec le personnage d'Austin Butler qui est, comme l'a merveilleusement dit Vincent, clairement le diarrhée de l'étau du film. Et du coup, le dernier point sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est quelque chose qui arrive en tout début de film et à la toute fin du film, qui est d'ailleurs une très bonne blague du film, que j'expliquerai, c'est que l'un des éléments qui amène Joaquin Phoenix et Pedro Pascal à entrer en conflit, c'est que Pedro Pascal, il veut faire construire un centre de data mining à côté Eddington, quoi. Le centre qui s'appelle Golden Magikarp ou un truc dans le genre, je sais plus. Bref, une connerie. Et on pourrait penser que Joaquin Phoenix s'oppose à ça. Et du coup, qui représente un peu les deux bords de la politique, celui qui accepte, celui qui accepte pas, le MAGA, le gauchiste, tout ça. Sauf que à la fin, c'est Joaquin Phoenix
et sa belle-mère qui arrive à la tête de la ville. Et ils ouvrent le centre magique, Golden Magikarp, ils ouvrent le centre de data mining contre lequel ils se battaient, et on voyait un peu que dans la ville d'Eddington, c'était le point qui pouvait faire basculer les gens qui étaient habitués à voter pour Pedro Pascal à voter pour Joaquin Phoenix parce qu'ils voulaient pas le centre de data mining. Pour moi, c'est encore un autre point de vue qu'a Ari Aster sur la société et la politique américaine, mais là, je pense que c'est même au global, c'est que peu importe les idées que vous ayez en surface, en fin de compte, vous allez vous faire baiser par le libéralisme, et que peu importe que vous soyez un MAGA pro-Trump, un mec comme Pedro Pascal qui est un peu plus de gauche, qui est même un cliché de mec de gauche aux États-Unis, comme tu le disais Vincent, dans le sourire Colgate, tout ça, et ben peu importe dans quel camp vous êtes, dans tous les cas, à la fin, c'est le libéralisme et le capitalisme qui gagnera. Et c'est-à-dire que s'il y a un groupe assez puissant qui a décidé qu'il y aurait un centre de data mining là, peu importe que tu sois un MAGA ou un gauchiste, il y aura ce centre de data mining là. Et enfin, comme l'avait dit Thomas, où Midsommar parlait un peu de colonialisme très vite fait, et ben là, je trouve que le film en parle encore un peu. Alors il y a certes toutes les vannes sur les personnages, les jeunes gauchistes qui font oui, nous sommes sur des terres volées, tout ça, qui sont complètement ridicules, mais il y a quand même ce vrai truc là, c'est-à-dire que ils sont effectivement juste à côté d'un territoire qui appartient aux natifs américains. Et d'ailleurs, le meurtre de Pedro Pascal a techniquement eu lieu sur ce territoire. C'est pour ça qu'on a le personnage du policier amérindien qui enquête, parce que ça relève de son territoire. Et justement, on le voit qu'il est méprisé par absolument tous les personnages et tout. Et c'est pour moi, ça, c'est un discours qui est vraiment très discret dans le film, mais il y a quand même ce rapport, et on en revient du coup au côté western du film, ce rapport quand même, le conflit entre les cow-boys, parce que bon, Joaquin Phoenix, voilà, il a le chapeau et tout, et les Indiens, genre on en revient un peu à ça à ce moment-là. C'est aussi un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans le film, même si encore une fois c'est vraiment très discret, enfin, genre c'est vraiment un petit truc qui coule en fond, et si tu prêtes pas gaffe, tu vois pas qu'il y a aussi ce discours-là sur la façon dont les États-Unis modernes traitent les peuples natifs. Thomas, est-ce que tu as des choses à rajouter à... Oui, alors, je vais pas repartir là-dessus, mais je suis pas toujours. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais quand vous dites parfois certains, oui, on peut y voir ci, on peut y voir ça, pour moi, c'est quand même une limite du film, c'est que si tout le monde peut avoir un avis différent sur le film, enfin, pas un avis, mais une interprétation différente du film, je me dis qu'il y a quand même une certaine confusion générale dans la façon dont on ressent le propos, et que le fait que ça puisse avoir des interprétations très variées, dont certaines très problématiques, ça me gêne un petit peu. Et je voudrais juste dire, c'est vraiment un détail, enfin c'est un détail, non, mais c'est vraiment loin de l'aspect politique dont on a beaucoup parlé. Je voudrais parler du Nouveau-Mexique, puisque c'est l'endroit où se passe le film. Et j'ai vraiment adoré le fait d'avoir donc basé cette histoire au Nouveau-Mexique. Je ne sais pas si le comté est fictif ou non, mais on sait que ça se passe pas loin de Santa Fe en tout cas. Et j'ai trouvé que ça donnait vraiment un cachet au film. Alors, bien sûr, directement, ça nous fait penser au western d'avant, mais je trouve que cette ville qui a une architecture très particulière, avec, on va dire, des influences, on va dire, je sais pas, un peu mexicaines, un peu amérindiennes. On est vraiment très loin des maisons typiques américaines. Dans cette ville qui est à la fois donc ces grandes routes, parce que tout le monde se déplace en voiture, tu peux pas marcher, t'as l'impression, dans cette ville, alors que c'est pas non plus la ville, c'est pas Los Angeles, quoi. On veut dire, on pourrait supposer qu'ils pourraient au moins aller marcher pour aller au pub, ou etc. Et donc cette ville qui est juste des routes, du sable, des palmiers et ces maisons aux formes très particulières, j'ai trouvé vraiment, en termes de décor, j'ai trouvé que ça fonctionnait complètement et que ça donnait une identité visuelle au film très réussie. Voilà. C'est parce que j'aimerais pas que ça soit en conclusion, mais je pense que c'est toi qui vas faire la conclusion, Jordan. Mais c'est juste que pour, encore une fois, rebondir, parce qu'on y revient toujours, et je pense que c'est un peu le nœud de ce qui fait que les gens aiment ou détestent absolument ce film. Alors, en l'occurrence, Thomas, toi, tu ne détestes pas le film, mais on va dire c'est sur les interprétations possibles. Et j'ai pas envie, on va dire, de redire ce que j'ai déjà pu dire, mais moi, je trouve que justement, ça fait du bien d'avoir un film qui, justement, te donne pas les choses directement dans la bouche. Pour un peu paraphraser, avoir des films qui vraiment sont absolument clairs et limite pachydermiques dans ce qu'ils veulent dire, moi je trouve ça insupportable. Avoir un film qui, je trouve, a justement le côté un peu plus humble de simplement se dire, moi je vais essayer au maximum, peut-être que je vais rater, c'est possible, mais au maximum de montrer
de façon un peu déformer la réalité, et après, vous choisissez, parce que vous êtes des grands garçons et vous êtes des adultes, moi je trouve ça beaucoup plus agréable, et ça permet d'avoir finalement des discussions. Alors on n'a pas pu avoir de débats un peu écharpés dans cet épisode, mais je trouve que justement ça fait un peu du bien de pouvoir avoir des films où on peut vraiment discuter autour, ne pas être d'accord, avoir des interprétations très différentes sur finalement des mêmes situations. Et moi, je trouve que justement, l'une des forces, une des intelligences du film, c'est de ne pas être extrêmement pachydermique dans ce qu'il veut dire. C'est on voit ce qu'on veut voir dans le film. Je vais pas conclure là-dessus. Je vais essayer de parler un petit peu d'autres choses qui m'ont plu. Et pour le coup, c'est vraiment dans ce qui est de la mise en scène. J'aime beaucoup personnellement l'ambiance qui est exagérée sur tout ce qui est la paranoïa sur le Covid. Je sais pas comment vous avez vécu le Covid. Moi, j'ai vécu le Covid en mode j'ai vu les gens devenir complètement zinzin. Ils avaient peur de tout et de n'importe quoi. Ils avaient peur d'un gars qui porte pas son masque dans une voiture dans un désert. Enfin, voilà, c'est pour parler du film, mais ils avaient vraiment peur de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il fallait porter un masque chez soi alors que tu vis tout seul. Enfin, c'est complètement con. Et il y a beaucoup de choses comme ça où les gens qui applaudissent quand le SDF est foutu dehors du bar parce qu'il porte pas un masque. Enfin, c'est vraiment, j'ai trouvé ça absolument lunaire. Il y a beaucoup de petits détails. Elric a parlé de petits détails tout à l'heure. Il y a un autre détail qui m'a fait assez marrer. C'est quand le personnage de Joaquin Phoenix se fait gifler par Pedro Pascal après qu'il l'ait accusé d'avoir violé sa femme quand elle était plus jeune. Il s'en va et en fait sa voiture percute un arbre, enfin le haut de sa voiture, il y a un truc de campagne en fait sur le haut de son pick-up là, et il percute un arbre et ce truc tombe. Et j'aime bien parce que c'est à ce moment-là, le film te fait déjà comprendre subtilement qu'en fait, il va quitter complètement le territoire de la politique, là où il était pendant à peu près une heure et demie, et va partir sur autre chose. Et en l'occurrence, il va partir sur le territoire de Joaquin Phoenix qui a complètement pété un plomb et qui va se mettre à assassiner froidement des gens, et ensuite une espèce qui va se terminer en sorte de gros western un peu moderne avec cette fusillade géante. Et j'aime bien aussi ces petits effets de mise en scène. Alors Ari Aster, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi, c'est un peu ses effets de manche. Alors généralement j'aime pas ça, mais là j'aime bien chez lui. Et par exemple ce côté, vous savez à la fin quand on est en vue subjective de Joaquin Phoenix et puis on lui montre ce qui est arrivé de la personne qui l'a sauvé. Vous savez le jeune là qui se met dans le groupe Black Lives Matter pour choper une meuf, et ben il est vraiment traité comme un héros. On lui montre toutes ces petites choses qui se sont passées pendant un an, je crois. Il se passe l'ellipse, elle a duré un an. Et donc du coup le téléphone en fait s'éloigne de la tête de machin. Et puis enfin voilà, on voit que c'est un truc qui a été filmé sur téléphone et puis qui a ensuite été calé. Enfin c'est vraiment un effet un peu à la con, mais c'est le genre de truc qui me plaît plutôt bien. J'aime beaucoup aussi la gestion de la tension dans tout le film qui a lieu avec ces percussions en permanence dans le film, des percussions qui sont vraiment assez différentes en plus en fonction de la chose qui veut être montrée. Et je trouve qu'il y a vraiment une gestion, mais ça c'est plutôt global dans la carrière de Ari Aster, de la musique qui met tout le temps un peu mal à l'aise. Il y a vraiment quelque chose de très malaisant tout le temps dans tous les films de Ari Aster, c'est vraiment ça tout le temps. Et enfin, je terminerai sur un autre truc qui m'a plu. Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu, c'est que pour moi, le film, le fait qu'il passe un peu du coq à l'âne comme ça, avec des événements très brusques, ça me fait penser typiquement à une structure en scroll, c'est-à-dire une structure de TikTok, c'est-à-dire qu'on passe des images d'une élection d'un maire à des images de Covid, à des images de George Floyd, à des images d'Antifa, à des images de ci. Vous savez, comme quand Joaquin Phoenix scrolle sur son téléphone en permanence, c'est-à-dire qu'il fait régulièrement ça tout au long du film, en fait, sur son téléphone, il regarde ci, et puis au bout d'un moment, il va plus regarder sa femme qu'autre chose, enfin des vieilles images, etc. Et c'est vraiment, je pense, une certaine manière pour Ari Aster de montrer un petit peu le délitement des États-Unis à cause des réseaux sociaux depuis à peu près, je sais pas, les réseaux sociaux, ça fait 15-20 ans que ça existe, et c'est vraiment ce délitement progressif en fait de la société. Et moi, ça m'a vraiment donné cette impression-là que la mise en scène est vraiment sous cette forme-là, de scroll, de génération TikTok, de blablabla, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, et c'est pas juste un film de vieux boomer qui critique les réseaux sociaux. À mon sens, critique plus l'utilisation qu'on en fait, comme forcément, c'est une évidence que en soi un tel outil n'est pas mauvais, c'est plutôt la façon dont c'est utilisé par les gens, que ça soit ceux qui subissent comme ceux qui provoquent, qui est forcément problématique. Voilà, moi, je pense que je vais conclure mon intervention là-dessus. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter en mot de la fin ou pas du tout? Moi, je me rappelle très bien la première fois que Ari Aster avait vendu son film en ne disant absolument pas de quoi ça allait parler. Il avait dit ça sera un film de 4 heures, qui sera un western moderne, en même temps une comédie noire sur notre époque actuelle. Et honnêtement, quand il avait vendu ça, je me suis dit oula, ça je sens que ça va être encore le film du gars qui a eu de gros succès, qui a réussi, on va dire, à vraiment sur une petite place à Hollywood, et que maintenant il allait faire son film un peu bizarre qu'il voulait faire et que ça serait absolument pitoyable.
Au final, je pense que les producteurs l'ont un peu calmé, ça ne dure pas 4 heures, ça ne dure que 2h30, tout va bien. Mais je pense qu'il a finalement très bien réussi son pari, même si on n'a pas pu évoquer tout ce que le film avait à dire. En même temps, je pense que vous aurez déjà un épisode suffisamment long pour ça. Le fait de faire un western moderne qui reprend les codes passés et qui les réactualise, qui en fait des blagues tout en restant, on va dire assez moderne dans son réactualisation des différents personnages et des différents tropes qu'il peut y avoir. Et en même temps, je pense qu'il a réussi, le pari le plus important, il a réussi à parler de notre époque. Il a réussi avec une grande justesse, et honnêtement, moi, je serais incapable de citer un autre film qui a réussi à parler de la période Covid avec autant de justesse et autant de perspicacité sur notre époque et sur les différents courants, les différents personnages, les différentes personnes qu'il y a pu y avoir. Et donc, pour moi, même si c'est pas le plus grand film d'Ari Aster, le pari qu'il avait lancé au tout début, où il avait vendu son film, est à mon sens parfaitement réussi. Eh bien, c'est un joli mot de la fin. Je pense qu'on peut conclure là-dessus et on va enchaîner sur des suggestions, comme d'habitude, sur le même thème, du même réalisateur, avec un acteur en commun, ou alors rien de tout ça, quelque chose que vous avez vu récemment et qui vous a plu. Et je vais commencer. Et je vais citer Midsommar de Ari Aster que j'ai regardé il y a quelques temps, pas à sa sortie, j'avais regardé un petit peu en retard, j'avais pas pu le voir au cinéma et j'avais trouvé ça absolument incroyable. Je suis personnellement complètement fan de folk horror, c'est vraiment un sous-genre de film d'horreur qui me plaît énormément. J'ai beaucoup aimé par exemple The Wicker Man également et Midsommar c'est quelque chose qui m'avait mis, je disais il y a 5 minutes, les films d'Ari Aster sont très malaisants et j'étais vraiment très mal à l'aise tout le film. J'ai trouvé ça absolument incroyable et je vous conseille fortement Midsommar de Ari Aster. Elric, est-ce que tu as un film à nous conseiller? Moi, je conseillais L'étrange incident de William Wellman. Alors, c'est un film des années 40, un trigger warning, mais c'est très court, ça dure qu'1h15. C'est un western, et là où il y a un lien un peu avec, avec Eddington, au-delà du fait que c'est un western, c'est un film sur la rumeur, le jugement et tout. C'est-à-dire que le pitch du film, c'est on accuse 3 personnes d'avoir commis un meurtre. Et le shérif est pas là, il y a personne pour faire respecter la loi, mais tout le monde est sûr que c'est eux qui l'ont commis. Alors du coup, on va avoir toute une troupe de personnages qui vont aller les attraper pour tout simplement les lyncher sans autre forme de procès. Et c'est un film qui est tout juste excellent. Enfin, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Je vous le conseille de regarder. C'est plus c'est avec Henry Fonda et ça dure qu'1h15, ça passe très vite. Grand film, L'étrange incident de William Wellman. Thomas, est-ce que tu aurais un film à nous suggérer? Oui, et je reviens juste rapidement sur L'étrange incident, pardon. Parce que c'est un film que j'aime bien aussi. Et ce que j'aime bien dans le film aussi, c'est que c'est une époque où la loi n'est pas encore complètement installée. Et c'est intéressant de voir justement cette époque où c'est pas très clair qui a l'autorité, ce qu'on peut faire, etc. Bref. Moi, je vais conseiller un film de Covid. Alors, c'est pas du tout un film qui parle du Covid de façon aussi sérieuse que Eddington pour analyser comment étaient les gens à cette époque. C'est un film d'horreur. Donc, moi, je suis un très grand amateur de films d'horreur et j'ai parfois beaucoup plus de tolérance que certains parce que comme c'est un genre que j'affectionne beaucoup, j'aime très facilement des films d'horreur et voilà. Donc, si vous aimez les films d'horreur, voici mon conseil. Si vous n'aimez pas, vous allez juste vous dire c'est un film d'horreur classique. Qu'est-ce qu'il nous conseille? Bref, ce film d'horreur, c'est Sick, qui est réalisé par John Hyams. Et il a surtout été réalisé par il a surtout été écrit par Kevin Williamson, qui est donc le scénariste de Scream et de The Faculty. Ça raconte l'histoire de deux filles, de deux adolescentes et jeunes filles qui, pendant le Covid, décident de s'isoler un peu à la campagne, comme certains ont peut-être fait, dans une maison. Et le film, c'est plutôt donc un home invasion, parce qu'il y a une personne qui va rentrer dans la maison pour essayer de les tuer. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que déjà, en termes de plaisir immédiat, je le trouve très efficace. Moi, j'ai passé un excellent moment. Et il y a des scènes assez drôles qui mettent en jeu le Covid, parce que je vous cite par exemple une scène. Donc, scène très classique du film d'horreur. Il y a la fille qui court dans la forêt pour échapper au tueur. Elle arrive sur une route. Le tueur est pas très loin derrière elle. Vite, vite, il faut qu'il trouve une façon de s'en sortir.
Heureusement pour elle, il y a une voiture qui arrive. Donc la conductrice s'arrête parce qu'elle voit que la fille elle est mal en point, etc. Et donc notre victime tambourine à la fenêtre et à la porte pour rentrer dans la voiture. Et la conductrice va lui dire « Non, mais tu ne rentreras pas dans ma voiture tant que tu n'auras pas mis de masque puisque c'est le Covid et moi je veux pas être malade. » Donc on a ces scènes assez rigolotes et assez lunaires. Et de façon générale, c'est un film assez efficace. Donc je vous le conseille. Sick. Très bien. Et Vincent, est-ce que tu aurais un film à nous conseiller? Alors, rien à voir sur le thème, ni la période, ni le réalisateur. En revanche, un rapport par rapport au personnage principal, Joaquin Phoenix. Parce que je sais que Thomas a justement évoqué l'acteur qui, je suis assez d'accord avec lui, devient un peu une caricature de lui-même. Même si en l'occurrence, ça ne me dérange pas toujours dans ses films, mais c'est un très très bon acteur qui, je pense, est un peu perdu en se créant un style très particulier de jeu d'acteur et qui finalement devient, voilà, comme j'ai dit, une copie de lui-même. Moi, j'ai conseillé, je pense, l'un des plus beaux films de sa carrière, Two Lovers de James Gray, sorti en 2008. Et c'est où, justement, il va garder un peu ce qui fait toute la particularité de Joaquin Phoenix, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que c'est un personnage un peu cassé, un peu faible, un peu triste, qui, voilà, une espèce de mélancolie intérieure qui se maintient tout du long. Et Two Lovers, c'est un film qui, dans les faits, est d'une simplicité confondante. C'est juste un personnage un peu perdu qui vit encore chez ses parents à New York et qui va tomber amoureux de deux femmes. Et je pense que c'est l'un des films où Joaquin Phoenix va montrer son plus grand talent dans toute la sensibilité qu'il peut amener et dans finalement le fait d'avoir fait le film le plus simple possible, un simple triangle amoureux, et c'est tout. Il n'y aura pas plus dans le film, je vous le dis. Mais par sa simplicité, il atteint une vérité, une profondeur sur les sentiments humains, sur leur réalisation et sur l'amour en général. Et des fois, c'est déconvenu. C'est pour moi l'un des plus grands films du réalisateur et l'un des plus grands films tout confondu. Effectivement, très très bon film, exceptionnel film, Two Lovers de James Gray. Et bien sur ces dernières suggestions, je pense qu'on peut vous laisser. On va vous laisser sur, comme d'habitude, une petite note musicale, c'est de Renaud, et on se retrouve pour une prochaine fois dans un autre épisode. Salut! Coronavirus, connard de virus. Elle débarquait un jour de Chine, retourne-y, qu'on t'y confine. Dans ce pays où on bouffe du chien, des chauves-souris, du pangolin. Moi devant ma télé pourrie, entre BFM et LCI, je me cogne sans cesse Arlette Chabot ou la pauvre Roselyne Bachelot.